Mon activité de recherche porte principalement sur le développement, l'implantation et l'évaluation de dispositifs de formation pour les parents dont les enfants présentent un trouble du neurodéveloppement, trouble du spectre de l'autisme, trouble du déficit d'attention, hyperactivité ou encore trouble développemental du langage. Les troubles du neurodéveloppement apparaissent de façon précoce au cours de l'enfance, d'où la mention développement dans trouble du neurodéveloppement, et ils se manifestent par des particularités au niveau cognitif et au niveau social. Celui auquel je m'intéresse le plus, c'est le trouble du spectre de l'autisme. Il s'appelle comme ça dans la classification internationale qui est le DSM-5. Ça se manifeste par des difficultés dans les interactions sociales et la communication et par des centres d'intérêt restreints et stéréotypés et aussi des atteintes ou des manifestations particulières au niveau de la sensibilité aux stimuli sensoriels. Quand on regarde la littérature internationale ou quand on échange avec les parents d'enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, ce dont on se rend compte, c'est qu'ils vivent des situations qui sont extrêmement difficiles et on observe des niveaux de sévérité de dépression assez élevés, plus élevés que pour d'autres parents dont les enfants présentent un retard de développement, une déficience intellectuelle. Donc dépression, mais aussi stress parental important, une qualité de vie qui est fortement altérée pour un nombre important de familles, puisque l'enfant ayant des difficultés en termes d'interaction sociale, de communication, c'est très difficile pour les parents d'interagir au quotidien. Et puis certains présentent aussi des troubles du comportement sévères, de l'automutilation. Alors c'est pas le cas de tous, mais d'un certain nombre. Et puis surajoutent aussi souvent des pathologies somatiques comme voilà, des difficultés en lien avec le sommeil ou la digestion, l'alimentation. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir accompagner les parents dont les enfants présentent un trouble du spectre de l'autisme, soit pour les plus petits, par exemple 3 à 7 ans, soit pour des adolescents, donc au-delà de 10 ans jusqu'à 16 ou 17 ans. L'idée, c'est au-delà de l'information à donner aux parents, c'est vraiment ce soutien donner aux parents et de revenir avec eux sur ce qu'ils ont mis en place et les guider dans la mise en œuvre finalement des stratégies qu'on leur aura proposées. Donc c'est un peu cette dimension qu'on appelle psycho-éducative de nos programmes. C'est un petit peu étonnant de parler de programme en psychologie, c'est pas le terme qu'on utilise le plus fréquemment, mais en fait on parle de programme parce que ce sont des interventions qui sont structurées avec un guide, un manuel qu'on propose à l'animateur, mais aussi des outils pour les parents, avec un ordre particulier dans lequel on va proposer les interventions aux parents. Notre objectif, c'est vraiment de coller à la réalité des parents et de leur redonner finalement des compétences pour faire face aux situations de la vie quotidienne qui, comme je l'ai dit, sont compliquées pour un certain nombre d'entre eux. Et donc, l'idée, c'est de leur donner des outils qui sont fondés sur des données probantes de la recherche internationale. Donc, par exemple, on va avoir des programmes qui sont fondés sur ce qu'on appelle l'ABA, donc l'analyse appliquée du comportement, ou alors des approches développementales. Et l'idée, c'est que lors de chaque atelier, en groupe, on leur donne des outils qu'ils mettent ensuite en place à la maison. Voilà, ils ont des exercices à faire à la maison pour, par exemple, augmenter les comportements qu'ils souhaitent. Alors à chaque fois, chaque parent va choisir un objectif qui est en lien avec ses propres valeurs et ses propres souhaits par rapport aux routines de la vie quotidienne. On a eu un parent, c'était conserver sa ceinture de sécurité attachée pendant le trajet. Ce sont des choses très pragmatiques que choisissent les parents et l'idée c'est qu'on les met en réussite, donc on les soutient en leur donnant des stratégies et ils reviennent à chaque fois avec leurs exercices et puis l'idée c'est qu'ils se disent « Ah ouais, je suis capable de faire ça avec mon enfant » et donc on les met sur une trajectoire ascendante où ensuite ils vont reprendre confiance en eux et on leur demande des choses qui sont un peu techniques, mais finalement, qui sont pleinement en lien avec la vie de tous les jours. Et c'est ça qui nous importait quand on a développé ces programmes. Dans l'activité de recherche qu'on mène, l'idée, c'est de pas seulement développer les programmes, puis finalement de les implanter et de les mettre à disposition, c'est aussi de les évaluer. Parce que finalement, du point de vue éthique, on est censé pouvoir proposer aux familles des choses qui fonctionnent, c'est-à-dire vis-à-vis des objectifs qu'on s'est fixés et qu'elles se sont fixées. Donc on est toujours dans une logique de validation des programmes qu'on développe et il y a 2 voies de validation. La première, c'est finalement de valider les variables que j'ai présentées au tout début, qui sont par exemple la dépression parentale, l'anxiété des parents ou le sentiment de compétence parentale. On a des outils avec des questionnaires et l'idée c'est de se dire
avant, le niveau de dépression, il est de X, et puis après, il est de Y. Et donc, il y a par exemple une amélioration chez les parents du niveau de dépression, de stress, ou une amélioration du sentiment de compétence. Donc ça, c'est des choses qui sont assez classiques. Et pour le coup, ça fonctionne. On a une amélioration de la symptomatologie dépressive, ou alors du sentiment de compétence parentale. Et puis une seconde voie, c'est ce qu'on appelle la validité sociale. Alors la validité sociale, c'est un petit peu différent. C'est l'idée que finalement, je peux faire la plus jolie et efficace intervention du monde en ayant un cadre expérimental assez bien fait. Donc j'ai vu avant que ça marchait sur la symptomatologie dépressive, par exemple. Mais au final, si les professionnels ne veulent pas mettre en place le programme, parce qu'il ne leur plaît pas, ils considèrent que c'est pas éthique ou que ça ne répond pas à des objectifs, ça n'a aucun intérêt parce que j'ai développé une intervention qui ne sera pas mise en place par des professionnels. Ou encore, si les parents, finalement, considèrent que ça ne répond pas à leurs objectifs, c'est pareil. Au final, les parents ne feront pas la promotion de cette intervention et surtout, s'ils arrêtent de mettre en place les interventions une fois qu'on est parti, ça n'a pas d'intérêt. Donc il y a un deuxième volet d'évaluation qui est la validité sociale. Et pour le coup, on a des évaluations qui sont très très positives sur ce genre d'intervention. Les parents sont très demandeurs. Ils trouvent que ça correspond bien aux objectifs qu'ils veulent mettre en place avec leurs enfants. Ils sont très satisfaits et c'est ce qui aussi nous motive à continuer. C'est-à-dire qu'à la fois, ils remplissent des questionnaires, mais aussi ils partagent les réussites qu'ils ont faites avec leurs enfants. Et c'est ça qui nous encourage à continuer dans ces deux voies de validation, quantitative et plus qualitative d'un autre côté. Il est important de souligner que ce type de recherche, on ne les réalise pas seuls. À Strasbourg, on a un centre d'excellence en autisme et troubles du neurodéveloppement, le Strassen, où on a des cliniciens, des généticiens, des chercheurs en sociologie, des psychologues et puis aussi des enseignants. C'est important de se dire qu'on ne peut pas répondre aux besoins des familles en travaillant seul dans son coin, mais c'est vraiment une collaboration qu'on doit mener avec différents chercheurs et professionnels, mais aussi avant tout avec ces familles et les personnes concernées.